Gilles Pellerin, donc directeur délégué à la FDSEA Conseil. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont déplacés et merci à tous ceux qui sont connectés donc, derrière leur ordinateur. Donc les afterworks de la Cuverie, nouvelle édition, cette fois sur la transmission du foncier viticole, un enjeu important pour le vignoble champenois. Et on a vraiment des intervenants de qualité ce soir. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Gilles pour faire le maître d'orchestre, voilà. Chef d'orchestre de cette soirée. Juste pour dire qu'il y a une connexion, des possibilités de poser des questions à chaque fin d'intervention dans le chat pour ceux qui sont en ligne. Et puis, bien sûr, on vous donnera la parole également à ceux qui sont présents ce soir. Et à la fin également, bien sûr, vous pourrez également poser vos questions. Et la prochaine édition des Afterworks de la Cuverie sera maintenant après les vacances. Donc, je ne vais pas pour l'instant vous annoncer de date pour le moment. Je te laisse la parole, Gilles. Et merci. Merci d'être présent pour cette conférence, ce colloque, cette réunion de travail aussi, parce que vous allez voir, le sujet est à la fois très passionnant, c'est passionnant effectivement, complexe parfois. C'est un sujet effectivement qui touche tout le monde. Je pense que le souhait de la plupart d'entre vous, face à la transmission, justement, c'est de transmettre tout le bien dont vous avez hérité, le fruit de votre travail, tout en évitant tous les conflits familiaux. C'est le challenge, c'est tout ça, l'arbitrage qu'il va falloir faire pour vous. La transmission du foncier viticole n'échappe pas à cet objectif-là, c'est sûr. Même si le foncier occupe une place très particulière dans le patrimoine, c'est à la fois un outil de travail, vous le savez, votre outil de tous les jours. C'est l'outil principal d'ailleurs, hein, mais c'est aussi un bien patrimonial où il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement aussi. Donc c'est un bien, on va dire, assez particulier. On sait aussi que la transmission du vignoble, de la vigne, vignoble champenois, occupe beaucoup, effectivement, est préoccupant parce que le coût du foncier, effectivement, peut être un obstacle à la transmission. On y reviendra régulièrement, effectivement. Ça peut être un obstacle à la transmission dans le cadre familial, même. On sait aussi, effectivement, donc, on s'aperçoit que la transmission du foncier dans le cadre familial commence à être difficile au fur et à mesure des générations. D'autres stratégies sont également aujourd'hui mises en place pour transmettre le foncier viticole. C'est parfois de l'intégration, c'est-à-dire intégrer le foncier dans le capital d'exploitation et le transmettre à travers des sociétés, voire des holdings. Les choses bougent énormément. Donc, on a de nombreuses questions à poser à nos intervenants. Donc, on a effectivement la chance d'avoir parmi nous donc, Richard Gallo, qui va intervenir sur la fiscalité, comment réduire considérablement le coût de la transmission avec les outils qui existent aujourd'hui. Juriste donc chez FDSEA Conseil, Christophe Quéré, qui est notaire à Verzy, président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Reims, qui partagera à la fois son expérience pour la préparation, l'importance du dialogue, de l'écoute, qui font partie des éléments clés pour réussir une transmission. Hein, il n'y a pas que de la fiscalité, l'écoute est effectivement très très importante. Xavier Muller, viticulteur président de la coopérative Mailly Grand Cru, sera également là pour nous exposer les nouvelles modalités de mise en place de portage de foncier à travers des groupements viticoles. Et enfin, la chance d'avoir M. Éric Jardin, donc député de la Marne, de la 3e circonscription, qui, effectivement, à la demande du Premier ministre de l'époque, Jean Castex, a déposé un rapport sur la transmission familiale du foncier et des exploitations viticoles, donc un sujet forcément bien au courant de tous les problèmes posés par la transmission. Il sera là pour nous dire quelles sont les propositions qui pourraient voir le jour dans la future loi d'orientation agricole. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Richard Gallo, qui va effectivement donc, nous exposer donc, tous les outils, la fiscalité, donc la transmission, la nécessité effectivement d'anticiper la transmission pour optimiser tous ces outils, les articuler les uns avec les autres. À toi. Alors, bonjour à tous. Donc, Richard Gallo, service juridique FDSEA et Entreprise. Donc, moi, je vais intervenir plus particulièrement sur les outils de la transmission, sachant que, pour rappeler un peu les enjeux, les objectifs d'une transmission préparée, le contexte actuel, c'est vrai qu'au niveau viticole, il y a un prix de vigne qui est élevé, hein, donc ça fait que c'est un actif qui pèse assez fortement dans la transmission. Et puis, on a un cadre fiscal qui est défavorable, enfin plus défavorable maintenant qu'avant,
hein, puisque maintenant, vous savez que l'abattement par enfant n'est que 100 000 euros. Il a été porté à un moment à 159 000 euros par parent et par enfant. On récupère l'abattement seulement tous les 15 ans, alors qu'à un moment, on le récupérait tous les 6 ans. Et on a un barème de taxation, même dans un cadre familial proche, relativement élevé, hein, puisque par enfant, une fois qu'on a mangé l'abattement des 100 000, on est rapidement imposé à 20%, puisqu'à partir de 15 000 euros par tranche, on est rapidement à un taux à 20% d'imposition. Et puis également, quand on a malheureusement un décès et puis qu'on a une mesure où on peut étaler le paiement des droits de succession sur un certain nombre d'années, à une époque, c'était sur 10 ans, mais depuis 4-5 ans, c'est plus que sur 3 ans. Donc voilà, on a des valeurs d'actifs qui sont élevées, la vigne, hein, il peut y avoir également des bâtiments professionnels, le stock viticole, et on a des mesures fiscales qui ont par le passé été plus favorables qu'actuellement. Sachant qu'on a une évolution favorable récente, puisque au niveau de l'exonération des baux à long terme, hein, en 2019, j'ai débuté à l'origine de la mesure, en 2019, l'abattement, le taux d'exonération de 75% qui était limité, plafonné à 101 000 euros, a été porté à 300 000 euros. Et puis, depuis le 1er janvier de cette année, le taux de 75% a été porté à 500 000 euros, à condition que les héritiers ou donataires s'engagent à garder les vignes dans leur patrimoine pendant 10 ans. Donc voilà, ça a été encore une mesure, on va le voir à travers un exemple par la suite, qui permet encore d'atténuer l'impôt. Alors, pourquoi préparer nous, ce qu'on dit à nos adhérents viticulteurs, hein, c'est pour réduire les prélèvements fiscaux, hein, puisque si on ne prépare pas, le coût de la taxation peut être élevé. Donc, on a divers outils qui peuvent permettre d'atténuer l'impôt de transmission. Et puis, au final, c'est préserver les ressources de l'entreprise et de la famille. Hein, au final, il faut mieux que l'argent provenant de l'entreprise serve au financement de son développement plutôt qu'au paiement d'un impôt. Hein. Donc, nous, on sensibilise nos adhérents par rapport à la mise en place de mesures destinées à favoriser la transmission anticipée de leur patrimoine. Après, préparer sa transmission, ça poursuit un but fiscal, mais c'est également essayer de prévoir la répartition de son patrimoine entre ses enfants, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Il ne faut pas toujours se focaliser sur la fiscalité, c'est aussi donner, c'est aussi faire passer un bien d'un patrimoine à un autre. Voilà, donc ça a plusieurs. Et éviter une situation d'indivision sur une entreprise, puisque si je ne prépare pas en exploitation individuelle, on a à gérer parfois des décès d'exploitants individuels, c'est un peu une catastrophe, hein, puisque sur un plan fiscal, c'est une cessation d'activité fiscale. Et puis au niveau civil, il va s'ouvrir une indivision au décès de l'exploitant individuel entre le conjoint survivant et les enfants. Si peu qu'on ait des mineurs, on a besoin d'avoir l'avis parfois du juge des tutelles. Donc voilà, ça peut entraîner la paralysie de l'entreprise. Donc voilà, ça c'était pour un peu planter le décor. Moi, le temps de parole est limité, donc on a une boîte à outils et je fais un focus sur quelques outils permettant de réduire la transmission du patrimoine foncier viticole, les donations, pour vous rappeler les avantages fiscaux des donations, revenir sur le bail rural à long terme, donc, qui a connu une évolution favorable au 1er janvier 2023, et puis également l'abattement du trade, hein, qui est applicable dans les transmissions, mais appliqué au foncier, ça veut dire qu'il faut loger le foncier dans la société d'exploitation, puisque quand on est en société, l'abattement du trade ne porte que sur les parts, donc sur les actifs possédés par la société. Si vous avez vos vignes dans le patrimoine privé, l'abattement du trade n'est pas applicable. Donc, au niveau des donations, les avantages fiscaux des donations, ils sont résumés dans la diapositive. Hein. C'est le fait que quand on donne seulement la nue propriété d'un bien, on n'est imposé que sur la seule nue propriété. Hein. Les parents souvent se réservent l'usufruit de la vigne, hein, qui est louée. Déjà, ça leur permet à leur vie durant de continuer à encaisser les fermages ou les métayages. Hein. Et puis, ça permet fiscalement de n'imposer qu'une fraction de la valeur du bien. Hein, si je fais la donation et j'ai que 55 ans, si je donne la nue propriété d'un hectare de vigne, je ne serai imposé que sur 50% de la valeur, puisqu'entre 51 et 60 ans, la valeur de l'usufruit est de 50%. Donc, si je donne la nue propriété, c'est 50%. Oui, monsieur. Fermage ou métayage? Mes parents, c'était fermage. Oui. Maintenant, non, c'était métayage. Oui. Et maintenant, on dit qu'il faudrait mieux faire
Ben, c'est le choix du bailleur. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux solutions, fermage ou métayage. Le fermage étant fixe, quelle que soit la durée, enfin, quelle que soit l'appellation, alors que le métayage, ben, c'est fonction de l'appellation de l'année, que le bailleur est rémunéré un quart ou un tiers. Après, il y a des incidences fiscales et sociales. Le fermage, c'est vrai que c'est un revenu foncier, alors que le métayage est un bénéfice agricole, puisque fiscalement, il y a une coexploitation. Le propriétaire étant réputé co-exploitant avec le fermier. Donc, c'est du bénéfice agricole qui peut bénéficier d'une imposition actuellement favorable, puisque dès lors qu'on a un chiffre d'affaires inférieur à 91 000 euros, on peut bénéficier du micro-BA qui permet d'avoir un abattement de 83%, 87% sur les revenus de location. Donc, voilà, c'est un choix fiscal, financier, économique entre métayage et fermage. On a un deuxième avantage des donations, c'est le fait que si je donne tous les 15 ans et que je mange l'abattement, je vais le récupérer 15 ans après. Donc, si je fais une première donation à 49 ans, 15 ans après, je vais pouvoir récupérer l'intégralité de mon abattement. Vous signalez également que la seule réduction de droits qui reste sur les donations, c'est dans le cadre du dispositif Dutreil, puisque en 2011, toutes les réductions de droits avaient été supprimées. Un autre avantage des donations, c'est que normalement, l'impôt de donation est à payer par le donataire, mais celui qui reçoit, mais on peut prévoir conventionnellement dans l'acte que les frais de donation, les droits de donation, sont payés par le donateur, les parents, celui qui donne. L'administration fiscale pourrait considérer que si les parents paient 20 000 euros d'impôt à la place des enfants, c'est un avantage supplémentaire et taxé comme une donation. Donc là, si c'est conventionnellement prévu, il n'y a pas de taxation de cette prise en charge des droits par le donateur. Et également, ce qui se pratique dans le vignoble, je pense que Maître Thierry en reparlera, c'est le fait qu'on peut, depuis 2007, faire des donations partage transgénérationnelles où des grands-parents vont directement donner des parcelles de vignes en nue propriété à leurs petits-enfants. Parce qu'on oublie souvent l'abattement grands-parents-petits-enfants, mais les parents-enfants ont 100 000 euros tous les 15 ans, mais grands-parents à l'égard de chaque petit-enfant, c'est 31 865 euros tous les 15 ans. Donc, ce qui peut se pratiquer, mais ça, je ne vais pas aller plus loin, c'est de donner directement une parcelle de vigne en nue propriété aux petits-enfants. Mais ça, je pense que Mathieu Pierret reviendra sur le dispositif. Alors, au niveau des baux à long terme, l'innovation du 1er janvier 2023, qui vient après celle du 1er janvier 2019, c'est de dire qu'on a un taux d'exonération de 75% jusqu'à 300 000 euros de vignes louées à long terme, à condition que l'enfant, le donataire, garde les vignes pendant 5 ans. Et si le donataire s'engage dans l'acte de donation à garder les vignes pendant 10 ans, il va pouvoir bénéficier d'un taux d'exonération de 75% jusqu'à 500 000 euros de valeur de vigne. Et au-delà, il n'aura plus qu'un abattement de 50%. Donc, c'est un choix par héritier, je pense. Alors, sachant que suite à la mise à jour, l'administration fiscale n'a pas mis à jour, je crois, sa doctrine. Donc, on va attendre ses commentaires. Voilà, donc c'est un avantage non négligeable puisque ça va permettre d'exonérer une partie de la valeur de la vigne dès lors qu'elle fait l'objet d'un bail rural à long terme. Sachant que le même dispositif existe pour les parts de groupements fonciers viticoles. Sachant que dans mon patrimoine, si j'ai à la fois des vignes louées par bail à long terme et des parts de groupements fonciers viticoles, j'aurai 2 fois les 75% d'abattement, puisque c'est 2 biens spécifiques avec leur propre régime d'exonération. Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir louer à long terme à quelqu'un et de commencer les donations. Puisque, après, si vous attendez votre cessation, parce qu'après, on va voir qu'il faut mettre en place un bail rural à long terme. Alors, ce qui se fait beaucoup, c'est de louer ses vignes en propriété à sa société d'exploitation. C'est le schéma qu'on rencontre beaucoup chez nous. Parce que si je suis exploitant individuel, le problème pour établir sur mes vignes en propriété un bail à long terme, il va falloir attendre mon départ en retraite. Je pars en retraite à 62 ans, un peu plus tard maintenant. Je fais un bail à long terme à ma fille qui prend ma suite. Déjà, comme ma fille est titulaire du bail, le législateur m'interdit de donner avant 2 ans. Parce qu'il veut que le bail doit avoir au moins 2 ans avant de pouvoir bénéficier
de l'exonération des biens ruraux à long terme. Donc ça fait 62, déjà ça fait 64 ans avant de faire la première donation. L'intérêt de l'organisation où on est organisé en société d'exploitation, c'est que sur nos vignes en propriété, je vais pouvoir louer à ma société mon foncier en propriété et commencer à faire des donations de vignes en nue propriété à mes enfants, tout en gardant les revenus, les fermages ou métayages payés par la société. Et puis, j'ai également les revenus d'activité, puisque j'ai les parts de la société qui a le foncier, qui exploite le foncier. Donc, voilà. Les enfants n'étant que dans le premier temps nus propriétaires des vignes. Voilà, donc ça, c'est le schéma d'organisation. Après, les parents pouvant faire rentrer les enfants par des transmissions de parts de société, vente, donation, soit les enfants achètent en direct, ou soit via une société holding. Parce que pareil, depuis 10 ans maintenant, on a des fois recours à des montages holding pour faire le rachat des parts sociales. Pour un certain nombre de raisons on n'a pas forcément le temps de développer. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une donation pour vous montrer la portée fiscale de l'abattement bail rural à long terme. Monsieur et madame ont 55 ans. Ils ont en propriété 1,50 hectare de vignes. Madame a également reçu en donation de ses parents 50 arts de vignes qu'elle détient seulement en nue propriété. Sa maman a 78 ans. Les vignes sont estimées à 1,2 million. Et puis, monsieur et madame veulent donner la nue propriété des vignes à leurs enfants. Donc là, dans cette hypothèse-là, donc les droits de donation se calculent par parent et par enfant. Donc sur les biens donnés par monsieur, il va donner la moitié des 1,50 hectare de vignes en nue propriété. Il va se réserver l'usufruit. Comme ça vie durant, les fermages ou métayages payés par la SEV, il va les appréhender. Donc lui, après application, donc comme il a 55 ans, il n'est censé que donner que 50% de la valeur du bien, la nue propriété. Et comme la nue propriété fait l'objet d'un bail à long terme, sur les 50%, il y aura 75% d'abattement. Donc lui, en fait, sa base taxable, elle est ramenée à 56 250 €. On est imposé sur la seule nue propriété, 50% de la valeur de la vigne. Et sur la vigne donnée en nue propriété, on a l'abattement bail à long terme de 75%. Donc, ça veut dire que son net taxable, c'est 56 250. Comme il a un abattement de 100 000 € par enfant, puisqu'il n'a jamais fait de donation dans le délai de 15 ans, pour monsieur, cette donation n'est pas imposable fiscalement. Pour madame, elle donne plus de biens que monsieur, puisqu'elle va donner également 50 arts de vigne qu'elle détient seulement en nue propriété sous l'usufruit de sa maman. Donc là, par contre, on va tenir compte de l'usufruit ouvert. L'usufruit ouvert, c'est celui de sa mère. Donc, comme sa maman a entre 71 et 80 ans, on va considérer que sa valeur d'usufruit, c'est 30%. Donc, elle va donner 70% de la valeur des 50 arts. Donc, ça veut dire qu'après, on a un net taxable sur la nue propriété de 435 000 € par enfant pour madame. Après l'abattement de 75%, donc on ne va taxer que 25% des 435 000 €. Les enfants s'engageant à garder les vignes pendant 10 ans, on a une base taxable par enfant de 108 750. On applique après l'abattement par enfant de 100 000 €. Mon net taxable est de 8 750. Ça va générer des droits à payer par les enfants de 942 €. Donc, cette donation de nue propriété par le couple d'1,50 hectare plus par madame de 50 arts va au final générer 942 € à payer au Trésor public. Voilà. On se serait situé avant 2019, cette même donation aurait coûté 33 000 €, puisque là, on n'avait que 75% d'abattement jusqu'à 101 000 €. Si on avait fait la donation entre 2019 et 31 décembre 2022, la donation aurait coûté 13 338 €, puisqu'on avait 75% d'abattement jusqu'à 300 000 € seulement. Et si on l'a donc à compter du 1er janvier 2023, on a réduit, on est passé de 13 000 à 942 €. Sans le mécanisme du bail rural à long terme, cette même donation aurait coûté 176 000 € de droits à payer au Trésor public. Sachant qu'en matière de donation, les droits sont à payer comptant. Donc voilà, c'est un exemple pour vous montrer l'avantage des donations de démembrement couplées avec le bail rural à long terme. Donc là, on voit quand même qu'il y a quand même un patrimoine relativement élevé qui est donné, 1,50 hectare de vignes plus 50 arts. C'est pareil sur les donations en nue propriété que Maître Pierret peut-être reviendra dessus.
hein, puisque bien souvent on est interrogé, hein, puisqu'avec l'allongement de la durée de la vie, hein, lié au progrès de la médecine, les personnes viennent nous voir, ils sont seulement que nus propriétaires. Hein, donc vous pouvez donner un bien dont on est seulement nu propriétaire. Hein, c'est possible. Autre outil, le groupement foncier viticole. D'un point de vue fiscal, c'est le même avantage fiscal que le bail rural à long terme. On exonère 75% jusqu'à 500 000 euros de part de GFV, 50% au-delà, à condition que les parts soient conservées 10 ans. Il y a d'autres avantages fiscaux. En termes de transmission, hein, puisque soit j'ai mes vignes dans mon patrimoine privé, je les loue à long terme, je fais une donation partage à mes enfants, je peux aussi dire j'ai un domaine viticole que j'apporte un groupement foncier viticole, je reçois des parts en contrepartie qui feront l'objet d'une transmission aux enfants. C'est le même avantage fiscal. Ça permet de conserver l'unité du foncier, d'éviter le démembrement. Ça permet également, quand on a des vignes de différents terroirs avec éventuellement des revenus de fermage différents, mutualiser les rendements, hein, les loyers au sein, puisque après les enfants se partageront les rendements, les fermages au prorata du capital social. Et ça peut aussi faciliter la réalisation d'une donation-partage par les parents, puisqu'au lieu de partager des immeubles en nature, qui sont des fois pas facilement partageables, vous partagez des parts, puisque les parents ayant apporté au groupement foncier viticole l'ensemble des parcelles de vignes. Vous allez partager des parts et pas directement les immeubles. Ça peut simplifier les opérations de partage. Alors par contre, on fait moins de GFA familiaux qu'on en a fait à une époque, puisqu'il peut y avoir des obstacles. Hein, on peut déjà avoir au niveau viticole, nous, quand on nous demande de simuler des créations de groupements fonciers viticoles, on se heurte au problème de la plus-value immobilière. Hein, puisque si vous avez des vignes dans votre patrimoine privé et que vous les apportez au groupement foncier viticole, fiscalement, c'est assimilé à une vente. Hein, c'est comme si vous vendiez vos parcelles de vignes. Donc, sachant que si vous les avez reçues il y a 15 ans et puis que vous les apportez à la valeur actuelle, donc il peut y avoir une plus-value liée à l'apport des vignes. Et les plus-values immobilières privées en France sont fortement taxées puisqu'elles sont imposées à un taux de 19%, plus 17,2 de CSG, CRDS. Sachant qu'il y a des abattements pour durée de détention, mais on est exonéré qu'au bout de 22 et 30 ans. Donc, il y a un obstacle, parce qu'on peut accepter de payer l'impôt de plus-value quand on vend, puisqu'on a le prix, hein, et du coup, on peut payer l'État. Mais quand on apporte à un groupement foncier viticole, on ne reçoit que des parts. Il faut faire un effort de trésorerie pour s'acquitter de l'impôt de plus-value. Il n'est pas possible d'apporter d'autres biens que des immeubles ruraux. La cession de parts est soumise à l'agrément des autres associés. Hein, et puis, on a le fait de mettre dans une même société foncière des enfants exploitants et non exploitants, et où on peut avoir des frictions à terme entre l'enfant qui exploite le domaine viticole et les autres qui, eux, veulent éventuellement vendre leur part. Donc après, c'est un équilibre à trouver au niveau familial, hein, puisqu'il ne faut pas non plus bloquer les enfants non exploitants qui, à un moment, voudront peut-être céder leur part, mais là, ils se retrouvent avec un acheteur, hein, c'est leur frère ou leur sœur qui poursuit l'exploitation. Voilà, s'il y a un désaccord sur le prix, il peut être difficile des fois de sortir d'un groupement foncier viticole familial. Voilà, donc c'est les principaux obstacles, hein, de la mise en place. Alors après, voilà, ça s'étudie, hein, c'est pas un outil à exclure, hein, c'est un outil qui est dans la panoplie. Alors comme tout outil juridique et fiscal, avantages, inconvénients, et voir s'il s'adapte à vos objectifs de transmission, puisqu'on part toujours d'un bilan patrimonial et puis avec vous de la définition des objectifs. Là, c'est des outils. Pour terminer, un dernier outil, hein, par rapport à la transmission, c'est le dispositif d'Utrecht, hein, qui avait été mis en place en 2000 pour faire face au fait que il y avait des entreprises en France qui étaient vendues, puisque les droits de succession, quand ils comprenaient un actif professionnel qui avait une forte valeur, les héritiers étaient parfois obligés de vendre l'entreprise pour faire face à l'impôt de succession. Donc en l'an 2000, hein, ils ont mis en place un dispositif qui permet d'exonérer, à l'époque c'était 50% de la valeur de l'entreprise, à condition que l'entreprise soit poursuivie après le décès par le conjoint et les enfants pendant un certain nombre d'années. Donc pareil, on vous met des engagements de conservation parce qu'on vous donne un avantage fiscal. Hein, il y a malheureusement un décès subi de cette entreprise.
on exonère 50% à l'époque de la valeur de l'actif professionnel, sous condition que l'entreprise soit poursuivie par les héritiers du défunt. Alors, en 2004, ce dispositif qui était appliqué à co-succession a été étendu aux donations de parts de sociétés, également aux donations d'entreprises individuelles, et le taux qui était seulement de 50% était porté à 75%. Hein, donc ça, voilà. Donc cet abattement s'applique aux transmissions d'entreprises individuelles et quand on est en société d'exploitation agricole ou viticole, aux transmissions d'entreprises agricoles et viticoles, hein, mais transmission à titre gratuit. Alors, il y a des conditions à remplir au niveau de l'entreprise individuelle. Hein, si vous êtes viticulteur à titre individuel, vous pouvez en bénéficier. Au niveau individuel, le Dutreil individuel, s'il y a malheureusement un décès du viticulteur individuel, hein, s'il avait, par exemple, il exploitait des vignes en propriété qui n'étaient pas inscrites à son actif, qu'il avait dans son patrimoine privé puisque c'est un choix de gestion, les héritiers de ce viticulteur vont pouvoir bénéficier d'un abattement de 75% sur tous les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'entreprise. Donc là, ce n'est pas une notion d'inscription au bilan, c'est une notion d'affectation. Du moment que le bien est affecté à l'entreprise, en matière de droit de succession, on exonère 75% de la valeur. Ça veut dire que, malheureusement, s'il y a un décès d'exploitant individuel, d'un viticulteur, si l'entreprise est poursuivie pendant au moins 4 ans, on va pouvoir exonérer 75% de la valeur de la vigne. Voilà. Alors nous, on le pratique pas forcément en matière de donation, parce que donation d'entreprise individuelle, ça voudrait donc dire tout donner. Donc, qu'est-ce qu'on donne aux autres enfants? On le pratique malheureusement quand on a un décès de viticulteur qui malheureusement décède. Si cette personne avait un stock viticole, du matériel viticole, des plantations, des vignes en propriété, on va pouvoir exonérer 75% de la valeur de ces biens-là. Qu'ils soient inscrits ou pas au bilan, ce n'est pas une notion d'inscription comptable, c'est une notion d'affectation à l'entreprise. Alors, il y a des conditions, il faut que derrière l'entreprise soit poursuivie au moins 4 ans par l'un des héritiers. Et il faut que tous les biens restent affectés pendant au moins 3 ans à l'entreprise. Voilà, donc on l'applique plutôt en transmission, en défensif, quand malheureusement on a à gérer un décès. Et la succession, on paye 20%. Alors après, on exonère 75% de tout l'actif professionnel. Après, on ventile selon le choix du conjoint survivant, sachant que le conjoint survivant, depuis 2007, lui, ne paie plus d'impôt de succession, si on est marié ou partenaire de Pacs. Et puis après, il y a que les enfants qui, après eux, ils ont 100 000 euros d'abattement et après, ils rentrent dans le barème des droits de succession. Mais sur l'actif professionnel, on exonérera 75% de la valeur de l'actif professionnel. Donc, s'il y a des vignes affectées à l'entreprise individuelle, c'est 75% de la valeur des vignes. Alors que le bail à long terme, c'est plafonné à 500 000 euros. On n'a plus que 50% au-delà. Vous voyez, déjà, il y a une petite différence entre les deux régimes. Alors, en entreprise, en société, si vous êtes en société viticole, vous pouvez bénéficier du même abattement du Dutreil. J'ai des parts dans une société, je donne mes parts de société viticole à mes enfants, je vais pouvoir bénéficier de 2 avantages fiscaux, parce que le Dutreil, on parle souvent de l'abattement d'assiette, c'est le premier, on va exonérer, si j'ai ma part de SCEV, mes parts de SCEV valent 400 000 euros, je vais pouvoir bénéficier d'un abattement de 75% sur les 400 000 euros. Donc, je ne vais taxer que 100 000 euros. J'exonère. Je donne 1 million d'euros de part de SCEV, je ne taxe que 250 000 euros de part. C'est 75% sans plafond. Et le deuxième avantage du Dutreil, qu'on oublie souvent, c'est que c'est le seul dispositif où vous pouvez bénéficier en donation d'une réduction d'impôt. Donc, toujours dans mon exemple où j'ai une SCEV, je donne à ma fille l'intégralité des titres. Je ne suis imposé que sur 25% des 400 000 euros, donc 100 000 euros. J'ai déjà fait de donations à ma fille dans le délai de 15 ans. Je n'ai plus d'abattement à son égard. Je suis à un taux de 20%, donc 100 000 euros, j'ai 20 000 euros d'impôt, 20% de 100 000, ça fait 20 000 euros d'impôt à payer à l'État. Comme si je donne avant 70 ans et les parts en pleine propriété, l'État va me donner une réduction d'impôt de 50%. Au lieu de payer 20 000, je ne paye que 10 000. Voilà. Le dispositif du Dutreil, c'est un abattement d'assiette et une réduction d'impôt. Il y a des conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif. Il faut que
il faut un engagement de conservation des parts. Bon, c'est un peu technique, mais il y a des exceptions. Il faut que les héritiers ou donataires s'engagent à garder les parts pendant 4 ans. Et il faut que dans ma société à l'impôt sur le revenu, j'ai un des associés ou un des héritiers qui exerce son activité professionnelle principale pendant 3 ans, ou si c'est une société à l'impôt sur les sociétés, une fonction de direction. Voilà. Donc derrière, il faut qu'il y ait pérennité de l'entreprise. Bon, pareil, on donne un cadeau fiscal. Derrière, il ne faut pas que l'entreprise soit vendue 2 ans après. Voilà. Il faut qu'elle garde un caractère opérationnel également jusqu'à la fin de l'expiration des engagements de conservation des parts. Voilà, donc ces conditions, alors sachant qu'elles peuvent bénéficier que je sois exploitant ou non exploitant dans la société, puisque la condition d'activité professionnelle principale, elle peut être remplie par mon co-associé. Si par exemple je suis avec mon frère dans la SEV, lui il est exploitant, moi je suis associé non exploitant, j'ai un autre travail, quand je vais donner mes parts à mes enfants, ben, la condition d'activité professionnelle principale, elle est remplie par mon co-associé. Ça bénéficie aux donations de parts par des associés exploitants et non exploitants. Alors, par rapport au foncier viticole, le dispositif Dutreil Société, il va s'appliquer aux seuls biens inscrits là au bilan de la société, puisqu'il porte sur la valeur des parts. Et les parts, c'est notamment, quand on calcule la valeur des parts, c'est sur les immobilisations de propriété de la société. Donc, ça veut dire que pour que c'est un impact sur le foncier viticole, il faut que j'ai logé les vignes dans ma société d'exploitation viticole pour que je puisse faire bénéficier à cet actif de l'abattement Dutreil des 75%. Ça veut dire qu'il faut que j'ai apporté mon foncier viticole à ma société d'exploitation viticole ou que j'ai fait une augmentation de capital par la suite ou que ce soit ma société d'exploitation viticole qui a acheté les vignes. Si je loge mon foncier viticole dans ma société d'exploitation, ça a des incidences, ça veut dire que je vais alourdir le capital d'exploitation, alors que s'il est dans mon patrimoine privé, en dehors, je peux faire des donations à mes enfants. Celui qui est dans la société ne reprendra que l'actif non immobilier. Ça veut dire que comment je vais allotir les autres enfants, ou alors il faut que je les fasse tous rentrer dans la société. Mais parfois, quand on met tous les enfants dans une société d'exploitation, ce n'est pas non plus la panacée. Ça peut créer des frictions entre celui qui y travaille et celui qui n'y travaille pas. Et puis pour les parents, si vous avez votre foncier dans la structure d'exploitation, c'est des biens que vous ne pourrez pas louer. Il faut garder des parts en qualité d'associé non exploitant. Donc le fait, alors on a des sociétés d'exploitation viticole qui achètent des vignes actuellement. Par contre, y loger tout le foncier viticole, voilà, il y a des incidences à mesurer. Mais c'est vrai que si tout le foncier viticole était dans la structure d'exploitation, le dispositif Dutreil s'appliquerait puisque quand je donnerais ces parts, il y aurait, dans la valeur des parts, il y aurait le foncier viticole. Dans ce cas-là, il vaudrait peut-être mieux, si on achète des vignes, les mettre dans la société et celles qui n'y sont pas, les garder en patrimoine. Et puis passer par le bail rural à long terme. Ouais. Voilà, tout à fait. Après, c'est des choix à faire. Quand je suis confronté à un achat de foncier, qui achète? Est-ce que j'achète à titre privé? Est-ce que j'achète via ma société? Si je suis en holding, est-ce que j'achète via ma société holding? Donc c'est pareil. Si c'est une bonne affaire, on la met en privé. Si c'est une moins bonne affaire. Voilà. Donc après, voilà, c'est un choix à décider. Il y a comme toute solution, avantages, inconvénients. Donc par contre, si votre foncier viticole, il est souvent détenu dans le patrimoine privé des associés. Il n'est pas propriété de la société. Donc là, ça veut dire que si je donne les parts de société, je ne donne pas le foncier puisqu'il est dans mon patrimoine privé. Là, je devrais passer par la mise en place d'un bail rural à long terme. On en revient sur le dispositif précédent. Je fais un bail rural à long terme à ma société sur mon foncier viticole et je peux commencer à faire des donations-partage à mes enfants. Attention, parce que, pareil, si vous êtes en société, à bien toujours couvrir, si vous achetez vos vignes à titre privé, pensez à toujours bien faire un bail rural à long terme pour les protéger. Parce que si vous arrive quelque chose, l'abattement Dutreil ne joue que sur la valeur des parts. Si vos vignes sont dans votre patrimoine privé, il n'y a qu'en les louant par bail à long terme ou en créant un GFV, vous allez pouvoir bénéficier d'un régime d'exonération. Donc ça, nous, au niveau des conseillers comptables, on refait le point généralement pour dire est-ce que vos vignes que vous avez dans votre patrimoine privé, est-ce qu'elles sont toujours couvertes par un bail rural à long terme? Voilà. Après, on peut aussi loger le foncier viticole dans une société holding si vous avez une société holding.
Par contre, attention, puisque là, quand vous donnerez les titres de la holding, ce foncier-là, cet actif-là, ne pourra pas bénéficier de l'abattement du trade. Hein, là, on aura un retraitement de la valeur de la part. Hein, puisque si j'ai une société holding qui détient des titres d'une société opérationnelle, seule, et que je donne la valeur des parts de ma holding, on devra retraiter la valeur des parts de la holding parce que c'est seule la fraction de la valeur des parts de la holding représentant la valeur des titres des sociétés opérationnelles qui pourra bénéficier de la société holding. Dans mes parts de société holding qui représentent la valeur des vignes, il n'y aura pas le dispositif du trade. Là, il faudra retraiter la valeur de la part. Pour éviter ce problème-là, il y a des personnes qui donnent, qui créent une société holding avec leurs enfants. La société holding achète des vignes, s'endette, ils donnent la nue propriété des titres de la holding assez rapidement aux enfants. Comme ça, la transmission est faite, puisque dans la valeur des parts, on tient compte de l'emprunt. Voilà, il y a aussi un peu plus compliqué, mais où si la vigne est achetée en pleine propriété par la holding, on peut démembrer, et la holding, mais là, il faut une justification économique, revendre la nue propriété des vignes aux associés de façon à la loger dans leur patrimoine privé. Donc voilà. Donc la conclusion sur les outils, c'est que là, on a vu quelques outils. Je pense qu'en conclusion, monsieur le député reparlera un peu de ces outils et de l'évolution future. Il y a une bonne avancée au 1er janvier 2023 avec le bail rural à long terme. Il y a un panel d'outils. Tout dépend des objectifs. Voilà. Mais voyez qu'à travers l'exemple que je vous ai mis, on peut quand même transmettre un patrimoine quand même conséquent en réduisant l'impôt de transmission, à condition d'anticiper. L'anticipation, sachant que l'anticipation n'est pas fiscalement, tout nous pousse à anticiper, mais il faut voir aussi les aspects civils. On n'est pas toujours dans les conditions pour donner. Les enfants peuvent avoir des choix d'études non arrêtés ou d'orientation professionnelle. Je vois des fois des adhérents qui paniquent un peu parce qu'ils veulent donner, mais les choses ne sont pas calées. Voilà, il y a les aspects fiscaux qui poussent à l'anticipation, mais il n'y a pas que la fiscalité. Voilà, nous, on peut vous accompagner dans votre réflexion avec les juristes et conseillers entreprises par rapport à l'établissement d'un bilan patrimonial, une définition d'objectifs, et puis sélectionner avec votre notaire également les outils appropriés pour parvenir à transmettre votre patrimoine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci Richard.